Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, une vidéo pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Les esclavisés ont-ils toujours résisté? L'objet résistance n'occupe pas la juste place qui lui revient dans l'historiographie française. Ce que constate déjà en 1974 l'historien Gabriel Debian, qui avoue alors ne pas avoir su l'inclure à sa grande œuvre Les esclaves aux Antilles françaises. Alors que la question n'a pas cessé d'être étudiée dans l'historiographie anglo-saxonne depuis les années 1960, on est frappé encore aujourd'hui par la rareté des travaux en France et par la manière employée pour les résumer, comme si les esclavisés résistants devaient se contenter de rôles de figurants. Dès la traversée sur le bateau négrier, le refus de la mise en esclavage peut se traduire par des suicides. Certains captifs se jettent à la mer à l'occasion des remontées quotidiennes sur le pont, et notamment tant que les côtes africaines sont en vue. Ce geste représente un terrible exemple pour les autres captifs et une perte financière pour le négrier. Ils peuvent également refuser de se nourrir. Résister, c'est aussi bien s'accommoder, c'est-à-dire s'adapter aux individus et aux circonstances, désobéir au quotidien, marronner, se révolter. Et toute l'énergie du maître consiste à réduire, à anéantir ce potentiel insurrectionnel, car toute tentative de la part d'un esclavisé pour s'affirmer contre le maître menace l'ensemble du système esclavagiste. Sur l'habitation, quotidiennement les hommes et les femmes esclavisés pratiquent des actes de non-coopération. Ils refusent de travailler, font preuve d'un manque constant de zèle et d'ardeur à la tâche. La lenteur au travail reste la forme de résistance la plus invisible, mais la plus générale, d'où la présence du commandeur avec son fouet pour stimuler le travail. Les témoignages des contemporains sont unanimes pour décrier cette lenteur au travail. C'est d'ailleurs l'un des arguments des abolitionnistes pour montrer que l'esclavage n'est pas rentable économiquement. Les suicides, automutilations, infanticides et avortements sont aussi des formes de résistance puisque les esclavisés, en se détruisant eux-mêmes, portent directement atteinte à la propriété, à la marchandise du maître. Les serviles s'attaquent aussi à l'outil de travail du maître ou au maître lui-même. On assiste régulièrement à du sabotage de matériel ou à des incendies de champs ou de bâtiments et bien sûr à des empoisonnements de bestiaux et ou de maîtres. Le plus souvent, ils sont le fait des esclavisés domestiques qui utilisent des plantes donnant la mort. Ce recours au poison est la crainte permanente des propriétaires. Cependant, de nombreux épizooties sont interprétés comme des empoisonnements et donnent lieu à une véritable psychose. Cette peur obsessionnelle de l'empoisonnement est fondée en partie sur l'idée que les Noirs connaissent les pouvoirs des plantes et pratiquent la magie. Elle révèle la vulnérabilité du système esclavagiste. Ces actes de résistance ne restent pas sans punition, sans réaction de la part des maîtres. De très sévères châtiments sont infligés aux esclavisés suspectés d'avoir fait usage de poison de la nourriture ou l'eau. Le jugement sans appel est exécuté dans les 24 heures et peut aller jusqu'à la condamnation au bûcher. La résistance est aussi culturelle. Les pratiques africaines survivent. Les musiques, les danses, les contes, les préparations à base de plantes médicinales traduisent la volonté de se fabriquer son propre univers. Échapper à l'esclavage, c'est aussi fuir, marronner. Les serviles marronnent pour de multiples raisons: inadaptation des nouveaux arrivants, mauvais traitement, nourriture insuffisante, espoir de retrouver un être cher, aspiration à la liberté. Les fugitifs sont aussi bien des hommes que des femmes, mais ces dernières sont toujours moins nombreuses à fuir que les hommes. Les formes de marronnage sont multiples. C'est souvent un acte individuel qui consiste à fuir soit vers d'autres habitations, soit vers la ville où les esclavisés survivent en fonction des besoins en main-d'œuvre. Ce marronnage concerne presque toutes les habitations et touche surtout les nègres de jardin. Le marron demeure généralement à proximité de l'habitation qu'il a fui et survit en maraudant ou en bénéficiant d'un réseau de complicité et de solidarité. Toutefois, malgré la perte de main-d'œuvre, hors des périodes de récolte, les maîtres peuvent s'en accommoder lorsqu'il est de courte durée car ils l'assimilent à du vagabondage. Intéressons-nous maintenant au marronnage dans les bois. En Martinique, ce type de marronnage devient de moins en moins fréquent au XVIIIe siècle à cause des défrichements consécutifs à la révolution sucrière. C'est pourquoi il concerne donc la Guadeloupe, mais surtout Saint-Domingue. Ainsi, les marrons se réfugient dans ce cas dans des zones de montagne ou d'accès difficiles et peuvent aller jusqu'à former des villages marrons. Ce type de marronnage reste la forme la plus menaçante pour le monde colonial,
car il provoque la constitution de bandes dont les incursions dans les habitations créent de l'insécurité, tout en offrant aux autres esclaves un mauvais exemple. À la Guadeloupe, en 1726, plus de 600 marrons forment 4 bandes qui envoient des détachements de 60 à 80 hommes pour piller les habitations. Entre 1776 et 1832, une communauté marronne, la bande des Keller, vit dans les forêts du centre de la Guadeloupe. Outre le marronnage interne, il existe le marronnage hors de la colonie. Il s'agit de départs clandestins pour un autre territoire qui sont attestés dès le XVIIe siècle. Ainsi, des esclaves s'enfuient vers les colonies espagnoles, comme l'actuel Venezuela, ou vers la partie orientale de Saint-Domingue, où la culture de la canne n'existe pas. Ils deviennent gardiens de troupeaux, travail bien moins harassant. L'historien Georges Mauvois parle lui du marronnage interile qui se multiplie après l'abolition de l'esclavage dans les colonies britanniques en 1833. Traversant les canaux de Sainte-Lucie ou de la Dominique, les marrons de la mer s'octroient leur liberté. Là encore, ces fuites ne restent pas sans conséquences et les punitions sont proportionnelles à l'importance de celles-ci. Bien que rarement appliquées, le Code noir prévoit mutilation et peine de mort à la 3e récidive. Les révoltes sont les formes extrêmes de résistance car elles mettent en péril l'équilibre de la société coloniale. En Guadeloupe et en Martinique, ces insurrections sont récurrentes et de mieux en mieux organisées. Avant la Révolution française de 1789, avant la diffusion des idées abolitionnistes et des révoltes à Saint-Domingue, les esclavisés ne cherchent pas à renverser le système esclavagiste, mais à améliorer leur conditions de vie ou à accéder à la liberté. La Guadeloupe et la Martinique connaissent plusieurs révoltes comme celle de 1710, de 1752 ou de 1831 par exemple. Malgré leur fréquence et leur intensité, toutes ces insurrections sont vaincues, réprimées et leurs instigateurs et acteurs impitoyablement massacrés ou jugés de façon expéditive, sauf lors de la dernière de 1848. Que faut-il retenir ? Les résistances ont des motivations et formes diverses. Bien que n'ayant plus détruire le système esclavagiste, elles l'ont à minima déstabilisé. Beaucoup d'esclavisés choisissent la voie de la préservation ou de l'accommodation plutôt que celle de la confrontation. Elles ont, sans aucun doute, influencé les mouvements abolitionnistes nés dans la métropole. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.